Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 pour vous informer. Voici les titres de votre édition de 20h. La capitale burkinabé est de nouveau frappée. Un restaurant prisé par des étrangers à Ouagadougou a été attaqué la nuit dernière. 18 personnes ont été tuées, 2 assaillants ont été abattus. Une enquête pour terrorisme a été ouverte. Sendekao également, Sierra Leone, plus de 300 personnes ont trouvé la mort dans des glissements de terrain et éboulements qui ont touché une banlieue de Freetown. Les secours sont sur place et tentent d'évacuer les survivants dans des conditions difficiles. Le Burida accentue la lutte contre le piratage des œuvres des artistes ici en Côte d'Ivoire. Le Bureau ivoirien du droit d'auteur vient de mettre la main sur 50 appareils d'enregistrement et environ 70 000 CD et DVD piratés. Enfin en sport, le tournoi de l'UFOA, l'Union des fédérations ouest-africaines, reprend ses droits après des années d'interruption. 16 pays seront en compétition. Le tirage au sort a eu lieu au Ghana et pour son premier match, la Côte d'Ivoire affrontera le Togo. Merci de nous suivre à travers le monde. On commence par le Burkina Faso qui a été frappé la nuit dernière par une attaque. On déplore plusieurs morts. Les réactions se sont donc multipliées suite à cet attentat. Et ici en Côte d'Ivoire, le président ivoirien Alassane Ouattara a adressé un télégramme à son homologue burkinabé Roch Marc Christian Kaboré. Je vous en donne le contenu. Monsieur le Président, à son Excellence, Monsieur Roch Marc Christian Kaboré, président du Faso. Monsieur le Président et chers frères, c'est avec une très vive émotion que j'ai appris la terrible nouvelle de l'attentat terroriste survenu au café-restaurant Aziz Istanbul de Ouagadougou le dimanche 13 août 2017 qui a fait plus de 18 morts ainsi que de nombreux blessés. À ces instants particulièrement douloureux, le peuple et le gouvernement ivoirien se joignent à moi pour condamner avec la plus grande fermeté cet acte ignoble et lâche et manifester la solidarité de la nation ivoirienne au peuple frère du Burkina Faso. Partageant la grande peine du peuple burkinabé, je voudrais exprimer à vous-même, à votre gouvernement, ainsi qu'aux familles éplorées, mes condoléances les plus attristées. Je vous prie de bien vouloir transmettre mes sincères vœux de réconfort et de prompt rétablissement aux blessés. Très haute considération signée Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. C'est donc le cœur de la capitale burkinabé qui a été de nouveau frappé. Un restaurant prisé par des étrangers à Ouagadougou a été la cible d'attaques la nuit dernière et 18 personnes ont été tuées, 2 assaillants ont été abattus par les forces burkinabé. Une enquête pour terrorisme a été ouverte. Retour sur les faits avec Herman Divi. Avenue Kwame Nkrumah de Ouagadougou. Depuis son balcon, un homme capte ces images. Des coups de feu retentissent. Le restaurant Istanbul vient d'être la cible d'une attaque terroriste. Selon plusieurs témoins, 3 hommes sont arrivés à bord d'un véhicule de type 4x4 et ont ouvert le feu sur une clientèle qui passait une soirée tranquille. Une soirée tranquille qui vire au cauchemar. La riposte s'organise. La police, l'armée et la gendarmerie donnent l'assaut. Les tirs nourris au départ deviennent ensuite sporadiques. Les assaillants sont mis hors d'état de nuire. Au petit matin, le théâtre des événements reste bouclé par la police, la gendarmerie et par l'armée. Une attaque dont le bilan s'élève à 18 morts et une dizaine de blessés. C'est la 2e fois que des assaillants frappent dans ce périmètre. Un acte de lâcheté et de barbarie selon le ministre burkinabé de la Culture et du Tourisme. C'est inacceptable. Nous condamnons au nom du gouvernement fermement ces actes lâches qui n'honorent pas l'humanité. Dans ces instants douloureux, nous devons rester forts, nous devons rester déterminés. Le Burkina Faso doit rester debout et s'opposer résolument à ces actes de lâcheté et de barbarie. Les proches des victimes demeurent dans l'inquiétude. Au nombre des victimes, un ressortissant français. Le président français Emmanuel Macron a condamné l'attaque terroriste et exprimé sa compassion et sa solidarité à l'égard des familles des victimes. Il a également réaffirmé le soutien de la France aux côtés des pays de la sous-région pour poursuivre la lutte contre les groupes terroristes. Et pour parler de cette situation au Burkina Faso, nous aurons tout à l'heure avec un entretien avec Dr Flan Moké-César. Il est politologue, enseignant-chercheur à l'université Alassane Ouattara. Bonsoir Dr Flan. Bonsoir madame. À tout à l'heure pour parler de cette situation au Burkina Faso. Merci.
Pour en savoir davantage justement sur place sur l'évolution de la situation à Ouagadougou, nous avons en ligne le ministre burkinabé des Affaires étrangères, Alpha Barry. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, Marie-Laure Ngora. Alors, le point que nous pouvons les confirmations que nous avons et qui sont consolidées, c'est qu'il y a 18 morts. Nous avons également 2 terroristes qui ont été neutralisés par les forces de défense et de sécurité burkinabé. Nous avons enregistré plus d'une quinzaine de blessés, dont environ 5 éléments des forces de défense et de sécurité. Donc, les blessés sont pris en charge dans les hôpitaux de Ouagadougou, donc ils sont à la charge du gouvernement burkinabé. Une quarantaine de personnes ont été libérées par les forces de défense et de sécurité. Ces personnes étaient prises en otage donc, dans l'attaque du restaurant. Voilà le bilan qu'on peut faire à l'heure actuelle. Et en ce moment, c'est l'enquête qui a commencé avec le parquet de Ouagadougou. On déplore 18 morts, donc, M. Alpha Barry. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur leur nationalité? Alors, 15 des 18 victimes ont été identifiées. Sur ces 15, nous avons 8 nationalités. 7 sont burkinabés, 2 qui sont coroïciens, 1 français, une canadienne, un sénégalais, un nigérian et un de nationalité turque. Il se peut qu'il y ait aussi 2 Canadiens, soit binationaux, soit parmi les 3 qui ne sont pas identifiés. En tout cas, il y a 3 qui n'ont pas été identifiés. Le travail d'investigation continue avec à la fois la police judiciaire et la police scientifique pour pouvoir identifier ces corps-là afin de dire quelles sont les nationalités de ces victimes-là. Mais comme on le voit, la majorité des victimes étaient burkinabés, même si le restaurant Istanbul est un endroit assez fréquenté par les étrangers. Alors, monsieur le ministre Alpha Barry, est-ce que vous en savez également sur l'identité des présumés terroristes? On n'a pas une idée sur leur identité ni leur origine. Aucun document n'a été trouvé sur eux. Mais le mode opératoire que nous avons constaté en tout cas est le même que celui de janvier 2016. Donc, ça peut donner une idée à peu près du type de terrorisme et surtout des organisations auxquelles ils peuvent bien appartenir. C'est ce qu'on peut dire pour le moment. L'enquête permettra de situer l'identité réelle de ces terroristes. Mais le ministre de la Sécurité est en contact aussi avec ses homologues de la sous-région pour des échanges d'informations afin de pouvoir arriver rapidement à plus d'informations sur les terroristes et puis leur origine et également les motivations qui ont conduit à cette attaque. Merci, monsieur Alpha Barry, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle, vous êtes le ministre burkinabé des Affaires étrangères. Et on continue de parler de cette attaque qui a frappé le Burkina Faso. Je me tourne cette fois-ci vers notre invité, Dr Flan. Rebonsoir. Bonsoir, madame. Je rappelle, vous êtes politologue, enseignant-chercheur à l'université Alassane Ouattara. Alors, c'est une deuxième attaque dans le même périmètre et du même genre en moins de 2 ans au Burkina Faso. Comment expliquer ces attaques à répétition? On peut expliquer ces attaques par le fait que le Burkina Faso est devenu, depuis la libération entre griffes de l'armée française du Nord Mali, eh bien, le Burkina Faso est devenu une cible pour les terroristes, pour le simple fait que le Burkina Faso est situé dans la zone sahélo-saharienne, donc on dépasse sa situation géographique. Le Burkina Faso est un pays menacé parce que les terroristes cherchent à mettre cette région sous contrôle. Comme d'autres pays du Sahel d'ailleurs. Comme les autres pays du Sahel. Le deuxième facteur, c'est que le deuxième facteur explicatif, c'est que le Burkina Faso est engagé pleinement dans la lutte contre le terrorisme, notamment
dans le groupe des 5 États dirigé par la France. Et donc cela fait du Burkina Faso une cible évidente. On peut ajouter à cela le fait que même s'il n'y a pas de base arrière de façon officielle, même s'il n'y a pas de présence française de façon officielle au Burkina Faso, il faut noter que le Burkina Faso constitue une sorte de base arrière secrète de la force Barkhane. On pense qu'il pourrait avoir entre 200 et 300 soldats français, et cela peut se comprendre aussi parce que l'activité militaire française peut se mener dans toute cette région à partir de n'importe quel pays de la région. Un autre facteur, c'est la chute du président Blaise Compaoré. Il ne faut pas négliger cela, qui avait mis en place un système sécuritaire, une stratégie qui consistait à servir de médiateur entre les groupes islamistes, les groupes terroristes, en vue de la... Enfin, c'est-à-dire, le président Blaise Compaoré a toujours... Donc, une sorte de pacte de non-agression, vous voulez dire, mais pacte de non-agression avec les djihadistes? Oui, pas de façon aussi officielle, mais de par son rôle de médiateur, en vue de la libération d'otages, par exemple. Eh bien, on n'attaque pas un médiateur. Donc, la présence du président Blaise Compaoré sécurisait quelque peu le Burkina Faso. Et sa chute a entraîné aussi une certaine déstabilisation du système sécuritaire, du système de renseignement et de l'armée. Et donc, les djihadistes le savent. Donc, est-ce que le Burkina Faso, aujourd'hui, on peut dire, est fragilisé? Oui, mais nous ne Mais heureusement, le Burkina est dans le G5, comme vous l'avez dit tantôt. Oui. Et le G5 qui lutte contre le terrorisme, c'est 5 pays, le Mali, le Burkina Faso, le Tchad, la Mauritanie, le Niger. Alors, c'est une force commune de 5000 hommes. Vous pensez qu'il pourra être efficace contre le terrorisme dans le Sahel? Cette force n'est pas encore activée, dit-on. En effet. C'est la mise en commun de plusieurs éléments qui peuvent entraîner une intervention efficace ou encore entraîner l'efficacité de cette force-là, formée par ces différents pays. Mais on sait au jour d'aujourd'hui qu'il s'agit de réunir 400 millions d'euros et nous sommes loin d'atteindre ce montant parce que la France avait promis. Et elle a fait un geste très, disons, pas du tout suffisant, puisqu'il s'agit encore de réunir plus de 350 millions d'euros. Et les pays africains tels que nous les connaissons, qui font partie de cet ensemble-là, sont des économies assez modestes. Et donc, réunir un tel montant pour soutenir une telle force constitue donc cette force-là ne pourra pas être activée, à vous entendre parler, elle ne pourra pas être activée de sitôt. Tout est lié à une question de volonté politique et à un choix de priorité. Si la France estime que c'est une priorité de conduire cette opération dans le Sahel, eh bien, elle va mobiliser ses partenaires au niveau de l'Union européenne, mais aussi dans le système international, notamment les pays comme les États-Unis peuvent certainement contribuer. La France, d'ailleurs, par la voix du président Emmanuel Macron, a promis en tout cas d'accompagner les forces, les pays du Sahel dans la lutte contre le terrorisme. Alors, il faut également, c'est vrai, des moyens financiers, mais également des moyens militaires, des moyens logistiques. Ce matin, on a entendu le président de l'Union africaine, dire qu'il fallait que les Africains eux-mêmes soient en première ligne. Est-ce que vous pensez que les États africains peuvent venir à bout du terrorisme? Bien, les États africains seuls ne peuvent pas faire face à la menace terroriste, de toute évidence, parce que la coordination même des opérations, la coordination de l'action qui va conduire à une prise en main de la situation dans la région du Sahel ou bien en Afrique de façon générale, nécessite absolument la mise en commun de toutes les forces, de toutes les synergies. Et nous savons qu'il y a des pays qui ont une longue expérience, qui sont d'abord des puissances militaires, mais en même temps qui ont une longue expérience de la lutte contre le terrorisme. Et donc, les pays africains doivent s'approprier la lutte contre le terrorisme, mais les pays africains ne peuvent pas réussir seuls la lutte contre le terrorisme. Pour terminer, dernière question, le terrorisme a un visage inconnu, vous le pensez? Oui. Comment venir à bout de la radicalisation? Alors, si nous comparons la situation des pays africains avec celle des pays tels que la France et la Belgique qui ont été secoués ces dernières années, on se rend bien compte qu'en France et en Belgique, c'est l'échec des politiques publiques en matière d'intégration qui est à l'origine de cette radicalisation des jeunes. En Afrique, le problème essentiel sera
tout simplement l'échec, c'est l'échec des politiques publiques en matière de la réduction de la pauvreté. Donc si nous parvenons à réduire la pauvreté, si des signaux importants sont envoyés en direction des jeunes pour leur dire qu'ils ne sont pas laissés pour compte, des laissés pour compte, et ce qui pourrait les empêcher de se trouver à la croisée des chemins où ils pourraient être emmenés choisir entre le système Mokta, Belmokhtar ou bien Drukdel et les systèmes politiques des États africains, eh bien, on pourra, en mon sens, lutter contre la radicalisation de cette façon. Merci beaucoup, Dr Flammoké César, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle, vous êtes politologue, également enseignant, chercheur à l'université Alassane Ouattara. Vous restez avec nous. Il y a également eu scène des chaos en Sierra Leone. Plus de 300 personnes ont trouvé la mort dans des glissements de terrain et éboulements qui ont touché une banlieue de Freetown. Le bilan est livré par la Croix-Rouge locale. Les secours sont sur place et tentent d'évacuer les survivants dans des conditions très difficiles. La gigantesque coulée de boue a emporté des dizaines de maisons et le bilan humain ne cesse de s'alourdir. Et justement, concernant cette situation en Sierra Leone, le président de la République, Alassane Ouattara, a adressé un télégramme à son Excellence, M. Ernest Bai Koroma, président de la République de Sierra Leone. Monsieur le Président et chers frères, c'est avec consternation et effroi que j'ai appris le drame des éboulements et des coulées de boue qui sont survenus ce lundi 14 août 2017 suite à une pluie diluvienne dans la localité de Regent, dans la banlieue de Freetown, qui a occasionné la mort et l'ensevelissement de plus d'une centaine de personnes selon un bilan provisoire. En ces moments de grande douleur, je voudrais, au nom du peuple et du gouvernement ivoirien ainsi qu'à mon nom propre, présenter à votre Excellence, au peuple sierra-léonais, frères et aux familles des victimes, mes condoléances les plus attristées. En vous réitérant ma sincère compassion et toute ma solidarité, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président et chers frères, l'assurance de ma très haute et fraternelle considération signée Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Nous allons maintenant ouvrir une actualité plus gaie et nous partons pour Nongonfiégué Kaas, dans le département de Sinématiali, qui vient de bénéficier d'un nouveau centre de santé. Il a été inauguré par la ministre Raymonde Goudou Kofi et la première dame ivoirienne Dominique Ouattara a fait plusieurs dons d'une valeur de plus de 200 millions de francs CFA. Nongonfiégué, nous sommes dans le département de Sinématiali. Les populations sont en fête. La ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Raymonde Goudou Kofi, accompagnée du ministre des Transports Amadou Koné et de nombreux cadres du département et leurs invités, inaugurent le centre de santé du village. Un bonheur ne venant pas seul, la première dame Dominique Ouattara, présidente de l'ONG Children of Africa, a encore fait parler son cœur. Ce sont plus de 200 millions de francs CFA en matériel médical et agricole qui sont remis aux populations du département de Sinématiali. Elle m'a demandé de venir apporter à ses frères et sœurs 3 tracteurs, 2 ambulances et du matériel pour le centre de santé. Un geste salué par les populations avec à leur tête les cadres du département. C'est le lieu de m'associer à tous les cadres du département de Sinématiali pour remercier le président de la République, le président Alassane Ouattara, qui a permis et autorisé la réalisation de ces infrastructures qui reflètent de façon concrète l'importance qu'il accorde à la santé des populations, à l'éducation des enfants ainsi qu'à l'électrification de nos villages. Madame Sangaré, merci de traduire à la Première Dame toute notre gratitude pour cette grande marque d'amour et de générosité. Le gouvernement fera toujours sa part, a rappelé la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, pour la prise en charge médicale de toutes les populations. Mesdames et messieurs, l'accès des populations à des soins de qualité est une préoccupation majeure du gouvernement. Et sous le leadership éclairé de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et sous l'autorité de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, le ministère en charge de la Santé et de l'Hygiène publique traduit cette vision sur le terrain. Ainsi, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique s'attelle-t-il à la construction, à la réhabilitation et à l'équipement des infrastructures de santé sur tout le territoire national, et plus particulièrement dans la région sanitaire du Poro-Tchologo-Bagoué, d'importants investissements ont été réalisés. Avec un centre de santé neuf, une nouvelle école primaire et l'électrification du village, les populations de Nongonfiégué
n'ont pas hésité à multiplier les danses du terroir, signe d'un grand bonheur. Reportage réalisé pour vous par Kader Sogodogo de RTI Boaki. Combien de personnes sont infectées par le VIH-Sida en Côte d'Ivoire? Combien bénéficient d'une prise en charge et quels sont les impacts de la lutte contre cette maladie? Pour donner une réponse à toutes ces préoccupations, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, avec ses partenaires techniques et financiers, vient de lancer une enquête. On en sait plus avec Godefroy Okambawa et Herman Givi. Mettre à la disposition de tous les partenaires et acteurs intervenant dans la lutte contre le VIH-Sida des données fiables, c'est l'objectif de l'enquête qui permettra d'estimer la prévalence de la suppression de la charge virale du VIH en Côte d'Ivoire. Cette enquête permettra également, selon le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, de mesurer les comportements à risque afin de donner une réponse à cette pandémie. La Côte d'Ivoire est le seul pays de l'Afrique de l'Ouest à mener l'enquête CIFIA, une enquête qui va nous permettre de relever des indicateurs très clairs pour la première fois en Côte d'Ivoire. Par exemple, pouvoir savoir le nombre des adultes et des enfants vivant avec le VIH. Au regard de l'objectif fixé par la Côte d'Ivoire, à savoir atteindre très rapidement les 90, à savoir que 90% de tous ceux qui sont malades puissent être détectés et de l'ensemble des détectés que nous puissions au moins avoir 90% qui soient sous couverture ARV et que l'observance soit à un tel niveau au point que nous puissions avoir 90% de régression de charge virale de telle sorte que nous puissions avoir affaire à une population qui ne puisse plus transmettre de nouvelles infections. Grâce à l'appui financier du PEPFAR, le plan d'urgence américain pour la lutte contre le VIH-Sida, 14 pays en Afrique, y compris la Côte d'Ivoire, bénéficient de cette évaluation. Une opération qui prendra fin en 2019. Elle vise essentiellement les ménages et les enfants. Comme annoncé en début de journal, le Burida accentue la lutte contre le piratage des œuvres des artistes. Le Bureau ivoirien du droit d'auteur vient de mettre justement la main sur 50 appareils d'enregistrement et environ 70 000 CD et DVD piratés. Les auteurs ont été entendus, comme nous l'explique Serge Koléa. C'est le président de la commission du Burida chargé de la lutte contre le piratage qui nous fait le point de l'opération conduite par la brigade spéciale dans le district d'Abidjan. Le comédien et metteur en scène Kouya-Nyepa, alias Guy de Fer, commence par nous ouvrir les portes d'une salle bondée de CD et de DVD piratés. Près de 70 000 œuvres artistiques contrefaites saisies en seulement 15 jours d'action sur le terrain. Ces milliers de CD et DVD piratés constituent des pertes énormes. La commission de lutte les estime à des centaines de millions. Cette saisie montre surtout l'ampleur de ce phénomène qui ruine les espoirs des artistes malgré tous leurs efforts. Dans une autre pièce de la maison, une cinquantaine d'appareils d'enregistrement et de duplication. Ils appartiennent également aux pirates qui en ont été dépossédés. Ils ont du matériel que nous-mêmes, on n'en a pas pour faire notre travail. Eux, ils ont ça. C'est des appareils qui servent à dupliquer les œuvres des artistes de manière illégale et ils les vendent au niveau d'Adjamé. Il y a un coin à l'Adjamé, on appelle la Dame, à Yopougon, à Bobo, alors là c'est pire. Et c'est des ordinateurs qu'ils utilisent pour pirater de manière illégale les œuvres des beaux artistes qui mettent assez de millions pour entrer en studio, assez de millions pour faire une promotion. C'est déplorable pour moi, c'est déplorable. À la question de savoir si ces fraudeurs ont été mis aux arrêts, le président de la commission nous explique qu'ils ont été pour la plupart remis en liberté. La raison, c'est que la justice agit seulement qu'en cas de récidive. Il faut être un pirate par habitude, ce qui complique davantage la tâche du Burida qui souhaite que la loi soit renforcée pour décourager les pirates. Le Burida en appelle au soutien des autorités et des populations pour endiguer ce mal qui tue les artistes tout en enrichissant les fraudeurs.
Et notez que le 9e et dernier vol des pèlerins a eu lieu hier dimanche. L'annonce est faite par le directeur général des cultes, Messamba Bamba. Ce sont plus de 4000 pèlerins, précisément 4019 pèlerins sur 4050 prévus qui se sont donc envolés pour Médine. Et sur les 31 personnes qui restent, 6 ont déjà reçu leur visa mais n'ont pas encore retiré le kit de voyage, toujours disponible à la direction générale des cultes. Et demain, mardi, sera célébrée la fête de l'Assomption qui marque la montée de Marie au ciel. Mais avant l'événement, les fidèles chrétiens catholiques du diocèse d'Abbeville se sont donné rendez-vous au sanctuaire Notre-Dame de Bololi. C'est à 30 km d'Abidjan. Explication détaillée avec Grace Kanto. Axe Abidjan-Azopé, petite escale à Bolobi, village situé à une trentaine de kilomètres de la capitale économique ivoirienne. Cette bourgade est dédiée à la Vierge Marie. En prélude à la fête de l'Assomption qui marque la montée de Marie au ciel, les fidèles issus de plusieurs diocèses, dont Abbeville, se sont donné rendez-vous au sanctuaire Notre-Dame du Rosaire. Exhortation, louanges sont les moments forts de cette rencontre spirituelle. L'objectif, c'est de prier pour notre pays, pour que la paix revienne dans notre pays. C'est de prier pour le monde, pour que la paix soit établi dans le monde. Mais nous prions surtout pour que l'Esprit de Dieu, l'Esprit d'amour de Dieu descende sur la terre pour brûler dans le cœur des hommes tout ce qui ne confesse pas le nom de Dieu et y allumer le feu de l'amour de Dieu. La méditation du rosaire est véritablement importante pour nous. Et aujourd'hui, nous voulons montrer à tous les chrétiens catholiques, leur demander véritablement de pouvoir méditer et réciter le rosaire chaque jour de leur vie. Alors c'est ce que nous voulons inculquer véritablement à tous les chrétiens catholiques, de prendre à cœur la récitation du rosaire pour voir la puissance du rosaire et véritablement obtenir de la Vierge Marie grâce et bénédiction. Une procession mariale qui réjouit les fidèles. 800 mètres de distance parcourue, ponctuée par des méditations sur les mystères du rosaire. Ma présence se justifie par l'amour que j'ai pour Maman Marie. Nous sommes très liés. Quand je dis nous sommes très liés, je suis une adepte du rosaire. Et dans le rosaire, il y a la sanctification, il y a la paix et il y a beaucoup d'amour. Et je viens ici vraiment pour rendre hommage à notre maman. En venant ici, nous cherchons les grâces. Je crois en Marie parce qu'elle fait beaucoup de choses. Elle a fait beaucoup de choses pour moi, pour ma famille et pour d'autres amis. Véritable communion avec la Vierge Marie, les fidèles chrétiens catholiques prient pour la fortification de leur foi. Marie, la Mère de Dieu élevée au ciel, sera commémorée ce mardi, jour de l'Assomption. Voilà, la fête de l'Assomption est commémorée tous les 15 août par la communauté catholique. Mais pourquoi la célébration de cette fête? Quelle est son origine? Élément de réponse avec Honorine Agnigori. La solennité de la fête de l'Assomption revêt une grande importance pour l'Église catholique. Quelle est l'origine de cette célébration? Cette fête de la Dormitio au VIe siècle va devenir au IXe siècle avec le concile de Mayence en 813 précisément, ce qu'on a appelé dans le côté occidental de l'Empire romain, ce qu'on a appelé l'Assomption. Et c'est une fête à cette époque, au IXe siècle, en 813. Et après, cette fête va devenir petit à petit ce qu'on appelle dogme. Et en 1950, le 1er novembre, avec Pie XII, nous allons proclamer, nous allons définir, nous allons déclarer que la Vierge Marie, au terme de sa vie, a connu une élévation au ciel en corps et en âme. Pourquoi commémorer la montée de la Vierge Marie au ciel? On célèbre cette fête justement pour faire prendre conscience aux chrétiens que l'être humain a de la valeur devant Dieu et que le oui de la Vierge Marie, de la jeune fille de Nazareth, celui qui a fait d'elle l'Ancilla Domini, c'est-à-dire la servante du Seigneur, celui l'a propulsée dans ce qu'on appelle la vénération des saints et lui a accordé la première place même des saints à travers le thème hyperdulie, c'est-à-dire la première place de la vénération qui revient à la Vierge Marie. La fête de l'Assomption représente beaucoup pour les chrétiens catholiques. Elle représente beaucoup pour moi et elle intercède vraiment pour moi. Donc chaque fois que j'ai un problème, j'ai un souci, que je ne sais pas, que je ne trouve pas de solution, je viens vers elle. La fête de l'Assomption, c'est une grâce pour nous. Venir magnifier Maman Marie, la vénérer et lui dire merci pour tous ses bienfaits, surtout dans notre vie de chaque jour. Sans elle, on n'est rien, sans elle, on ne peut rien. La fête de l'Assomption pour moi,
c'est la reconnaissance à Maman Marie qui est notre protectrice, notre maman. C'est à elle que nous confions nos problèmes, tous nos désirs, tous nos projets. Donc c'est une fête de reconnaissance pour moi. La célébration de cette fête a été précédée par des neuvaines à Notre-Dame de l'Assomption sur les paroisses, notamment pour la paix en Côte d'Ivoire et pour des intentions personnelles. Voilà, et ajouter que demain, mardi 15 août, fête de l'Assomption est déclarée jour férié et chômé sur l'ensemble du territoire. On va terminer en sport. Le tournoi de l'UFOA, l'Union des fédérations ouest-africaines, reprend ses droits après des années d'interruption. 16 pays seront en compétition. Le tirage au sort a eu lieu au Ghana et pour son premier match, la Côte d'Ivoire, notre pays affrontera le Togo. Fin de ce 20h. Merci à vous tous de votre aimable attention. On se retrouve demain à la même heure.